La conférence Ouest, un premier bilan après 4 ou 5 matchs, déjà des tendances qui se dégagent. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour 15 équipes dans l'ordre du classement. On va partir du bas pour remonter jusqu'au sommet de cette conférence qui est toujours très concurrentielle. N'oubliez pas que j'ai fait la preview de toutes les équipes NBA avant cette saison, donc vous pouvez aller consulter les playlists et puis aussi consulter la vidéo sur la conférence Est. C'est parti, on va commencer par le bas du classement. Utah, 4 défaites en 4 matchs. Le Utah Jazz, qui est emmené par Lauri Markkanen, qui a été re-signé à prix d'or, patauge un petit peu en ce début de saison. On pouvait s'y attendre. Calendrier pas très facile. Et puis, pour un effectif avec beaucoup de jeunes joueurs, Keyonte George qui fait sa deuxième année. Parmi les jeunes, on a également Kyle Filipowski, qui a été drafté assez bas, un pivot qui a fait un joli match récemment et qui commence à prendre confiance, je pense. Cody Williams, qui a été drafté lui aussi assez haut, mais qui pour l'instant ne score que 4 points par match. Bon, on a du Colin Sexton, on a Walker Kessler aussi, Jordan Clarkson, mais tout cet ensemble pour l'instant peine à gagner des matchs, mais peut-être que ça va venir. Allez, ensuite, on enchaîne avec les San Antonio Spurs qui sont avant-derniers. Une victoire seulement et 3 défaites. La dernière contre OKC. Le duel Chet-Holmgren, Victor Wembanyama s'est complètement révélé négatif pour notre Français vu qu'il a marqué 6 points seulement. Alors c'est un début de saison compliqué pour Victor et les Spurs. On pouvait s'y attendre un petit peu, certes, même si l'addition de Chris Paul et d'un vétéran comme Harrison Barnes, qui a été champion NBA en 2015, je crois, avec les Warriors, eh ben, ça ne suffit pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde pas mal d'autres équipes, je pense par exemple à Chicago, j'ai vu un résumé, je vois qu'il y a quand même beaucoup moins de talent à San Antonio. Et à mon avis, la saison va être quand même un peu longue. D'autant plus que Victor Wembanyama, mais je ferai sûrement une petite vidéo spéciale parce que ça vous plaît en général et c'est des vidéos l'an dernier qui cartonnaient sur le Seigneur des Arceaux. Victor Wembanyama, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop se placer, il est beaucoup challengé, les défenses s'adaptent aussi un petit peu, et puis l'adresse extérieure ne lui offre pas le chemin du cercle parce qu'il aime bien faire des feintes à 3 points et partir en drive. Mais là, face à des équipes comme Oklahoma ou Dallas, très expérimentées, ça ne passe pas. C'est trop compliqué, il y a trop de, voilà, de challenge, on va dire. Pour l'instant, c'est une saison assez décevante. On a Stephen Castle qui se révèle un petit peu comme une solution intéressante en défense. Quand ils ont gagné un match, eh bien, Stephen Castle a été un artisan de cette victoire. Jeremy Sohan qui continue sa mission de marquer quelques points, prendre des rebonds. Mais voilà, sur le banc, c'est quand même assez faible. On n'a pas de gros scoreurs. Zach Collins en remplaçant de Victor Wembanyama, je pense qu'il faut faire quelque chose, parce que c'est trop faible aussi. Il y a de la taille, mais c'est insuffisant. Donc là, on va voir, il y a 2 matchs contre Utah de suite. Peut-être que ça permettra aux Spurs de recoller le wagon. Ensuite, on a 3 équipes avec 2 victoires, 3 défaites. D'abord, les Memphis Grizzlies avec le retour de Ja Morant, de Jaren Jackson aussi, qui a fait son retour, et Brandon Clark, il me semble. Sur le papier, moi je trouve que c'est une équipe qui peut être très intéressante avec Zach Edey, le grand rookie canadien qui est capable de poser des écrans solides. Pourtant, ça ne marche pas tant que ça. Memphis n'est pas en très grande forme. On a Marcus Smart aussi. J'ai vu une line-up avec Marcus Smart en ailier. Franchement, ça fait un petit peu juste en termes de taille. Et puis Desmond Bane qui est capable de prendre feu à 3 points, il l'a encore montré. Il est, on va dire, le shooting guard attitré de ces Grizzlies. Donc là, c'est pareil. J'attends de voir un petit peu pour voir s'ils vont progresser, mais il va falloir qu'ils s'accrochent parce que la concurrence est rude, évidemment. Les New Orleans Pelicans, quant à eux, sont emmenés par CJ McCollum qui score 18 points par match, tout comme Zion Williamson. Et on a également la contribution
de Brandon Ingram avec 22 points pour l'instant. Il est dans les rumeurs de transfert, mais pour l'instant, il est toujours là. Et donc, ces 3 joueurs-là, ils n'ont pas pu trop tester la configuration avec la nouvelle recrue Dejounte Murray, qui s'est cassé la main, ou qui a été blessé en tout cas à la main pendant le premier match. Du coup, pour l'instant, les Pélicans sont un petit peu dans une navigation à vue. On verra s'ils s'en sortent avec Daniel Theis en pivot titulaire. Le champion du monde n'est pas forcément une référence en termes de pivot en NBA. C'est un joueur solide, mais sans plus. Donc, on verra si ça leur permet quand même de décoller. Les Portland Trail Blazers ont grappillé aussi 2 victoires, emmenés par Anthony Simons qui tourne à 20 points. On a également Jeremy Grant qui a 18. Et puis la marque est plutôt bien répartie. On a des joueurs entre 8 et 14 points, soit la recrue Deni Avdija. On a également Toumani Camara, le Belge, qui a 8 points. Scoot Anderson, qui a passé une première saison assez difficile, il est à 15 points, 5 passes. Donc c'est plutôt encourageant. Il est de plus en plus à l'aise sur le terrain. Et puis à côté de ça, on a un rookie Donovan Clingan, le géant, qui a 5 points, 6 rebonds. Donc cette équipe-là, emmenée aussi par DeAndre Ayton à 14 points, elle a peut-être les moyens de gagner un peu plus de matchs que prévu, même si on est sur un processus de reconstruction. L'effectif va sans doute évoluer aussi durant la saison. Mais ils ont été capables de se battre sur certains matchs et donc d'emporter la victoire. Même si on pris aussi des grosses roustes, je pense à Golden State, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, c'est le début de saison, donc ils commencent un petit peu à prendre leur marque aussi. Passons maintenant aux équipes qui ont un bilan équilibré. À l'heure où je parle, Denver, pour commencer, le champion 2023, se trouve un peu en difficulté et a gagné 2 fois, mais de justesse après prolongation, dans des déplacements à Toronto et à Brooklyn normalement qui étaient vraiment plus faciles que ça. Ils s'en sont sortis grâce à un immense Nikola Jokic qui régale, le triple MVP. Ne pouvait pas faire mieux, je pense, pour partir sur une saison où peut-être qu'il gagnera encore le trophée. Mais il y a des performances qui interrogent. Michael Porter Jr., Jamal Murray, c'est irrégulier. Aaron Gordon, il apporte ce qu'il peut, bien sûr, mais ça reste un apport secondaire, si je puis dire. Et puis le recrutement, Russell Westbrook a énormément peiné sur les 3 premiers matchs, et là s'est révélé en sortie de banc à 22 points, je crois, contre les Nets. Bref, les Nuggets se souffrent. Ils ont sauvé un petit peu la face en gagnant quand même 2 matchs, mais ça va être peut-être plus compliqué que prévu. Et moi, personnellement, je les vois de toute façon se battre pour la place 6, 7, 8, pas plus. Passons aux Kings de Sacramento. On pouvait se demander si la greffe d'Emar DeRozan allait bien prendre. Eh bien oui, dans l'ensemble, le scoreur sur mid-range qui est vraiment un talent incroyable, comme on n'en a pas vu tant que ça, je pense, à Sacramento, convient très bien avec De'Aaron Fox à la main, Domantas Sabonis qui gère toute la partie points, rebonds, passes, organisation de jeu. C'est très intéressant. D'ailleurs, je suis en train de regarder la série 5 majeure sur Netflix où on voit un petit peu la vie de Domantas Sabonis. Il fait partie des 5 portraits de joueurs sur l'année dernière. Et donc, cette équipe-là prend ses marques petit à petit, parfois sous-performe un petit peu, mais on est sur la bonne voie, je dirais, pour les Kings, au moins pour se maintenir au niveau qui était le leur sur les 2 dernières saisons. C'est-à-dire que voilà, on va se battre pour le play-in, pour les playoffs. On ne sera pas, je pense, dans le bas du classement, sauf si justement il y a quand même une petite baisse de régime. Ça sera à voir. Les Houston Rockets, quant à eux, sont également dans un bilan équilibré. Ils ont perdu et gagné une fois contre San Antonio, mais on a la mise en place d'un jeu qui est intéressant avec Fred VanVleet à la baguette. Il joue un rôle vraiment important dans cette équipe, peut-être moins score que quand il était à Toronto. Alperen Sengun continue d'être un pivot performant, plutôt en attaque. En défense, ça reste à voir.
Et puis on a Jalen Green, qui est un gros scoreur, qui de temps en temps est un peu en crise d'adresse, mais qui a beaucoup pris feu aussi à 3 points. Il est capable de faire péter des dunks, c'est incroyable. Donc cette équipe, elle progresse. On a des Dillon Brooks, par exemple, qui peuvent essayer d'embêter Victor Wembanyama et d'autres joueurs en défense. Ça se met en place, l'effectif, la construction de l'équipe avec Jabari Smith, aussi ancien numéro 2 de draft, va petit à petit prendre de l'ampleur. Et par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, la lutte pour le play-in, elle est bien engagée. Ils sont voilà, à mi-chemin entre on va dire, le top et le bottom du classement. Et c'est la même chose pour Minnesota. Minnesota, la venue d'un joueur comme Julius Randle à la place de Karl Anthony Towns, forcément entraîne une réorganisation des rôles, du style de jeu peut-être, parce que Rudy Gobert, qui pose de très bons écrans cette saison, il score encore moins que d'habitude, il prend toujours des rebonds, il peut être précieux dans une victoire, il a joué un rôle vraiment important. On a aussi l'émergence de Anthony Edwards qui est remarquable parfois sur des séquences. Il a mis 24 points en un seul quart-temps, mais ça ne s'est pas ponctué par une victoire face à Dallas. Donc cette équipe-là, c'est pareil, il va falloir lui donner du temps pour voir si elle évolue, si ils arrivent à trouver leur alchimie en défense, notamment parce que c'est un marqueur de cette équipe. L'année dernière, elle était redoutable. On a fait un certain trade, mais il y a quand même des joueurs de valeur qui sont venus. Dante DiVincenzo prend pas mal de minutes en sortie de banc, notamment un Mike Conley qui, je pense, est quand même un petit peu sur le déclin. Donc les Wolves, pour l'instant, sont dans un bilan équilibré, mais peut-être que ça va s'améliorer. On a également les Clippers de Los Angeles. Alors, les Clippers de Los Angeles, c'est une équipe qui a perdu Paul George, donc qui est peut-être un peu moins ambitieuse, mais construite un peu différemment, avec beaucoup de joueurs qui sont d'un niveau tout à fait correct, voire bon. On a James Harden qui se plaît en chef d'orchestre et qui distribue bien le jeu. Des joueurs comme Kai Jones ou Kevin Porter Jr. qui avaient eu des soucis extrasportifs l'un et l'autre et qui se révèlent des remplaçants plutôt précieux. Et puis on a Norman Powell qui est capable de prendre feu, de mettre 37 points je crois dans une victoire. Voilà, mais ils sont capables aussi de perdre comme récemment contre des équipes plus faibles en principe comme Portland. Donc cette équipe-là, elle navigue un petit peu à vue pour l'instant avec une certaine irrégularité, mais il y a quand même quelque chose qui se dégage, une énergie. L'Intuit Dome, la nouvelle salle qui est pharaonique dans son dispositif technique avec un écran géant qui fait tout le tour de la salle, c'est assez impressionnant. Ils ont battu aussi des équipes dont on va parler après, c'est Phoenix. Donc les Clippers, eh bien, ils s'en sortent plutôt correctement, alors que leurs voisins, les Lakers, donc les Lakers, eux, ils sont à 3 victoires et 2 défaites, dont une pas très jolie pour le retour de LeBron James à Cleveland. Petite anecdote, le public de Cleveland a dit, alors que le match était plié en faveur des Cavaliers, a crié « We want Bronny, we want Bronny », et Bronny James, qui a connu le parquet dans les bras de son papa à Cleveland, eh bien, est entré en jeu, et au bout de quelques minutes, il a marqué son premier panier en NBA. Bref, on en a beaucoup parlé de cette histoire, c'est exceptionnel quand même, de père-fils. Mais ce qui est important, je pense, à retenir pour ce début de saison des Lakers, c'est que le coach JJ Redick a instauré un style de jeu assez agréable, intéressant, efficace en attaque, où on utilise les qualités notamment d'Anthony Davis, qui vraiment fait un très très bon début de saison. LeBron James arrive un peu en soutien quand il faut. Et puis, on a des starters qui jouent quand même plutôt bien, comme Rui Hachimura, qui était très saignant. On a aussi D'Angelo Russell et Austin Reeves, qui eux aussi dans leur style de shooter technique, qui jouent pas trop sur leur physique, qui sont capables vraiment de scorer. Voilà,
manque peut-être un petit peu de monde en sortie de banc, même si le rookie Dalton Knecht assure à 3 points notamment. Ça va être un des rookies, je pense, qui va scorer le plus dans cette faible classe de draft en termes de niveau d'attaque, on va dire. Eh bien, ouais, ce rookie Dalton, il apporte ce qui manquait quand même beaucoup l'an dernier, c'était du spacing. Donc, si les joueurs commencent à rentrer leur shoot à l'extérieur, bah forcément, ça ouvre des couloirs de pénétration, des zones de jeu qu'ils n'avaient pas l'an dernier. Et ça leur facilite un petit peu la tâche. On verra donc comment évoluent ces Lakers, mais pour l'instant, c'est plutôt bien. Allez, on se rapproche des sommets avec d'abord les Phoenix Suns qui sont à 3 victoires et 1 défaite, emmenés par un duo génial, Kevin Durant et Devin Booker, mais aussi Bradley Beal qui commence à prendre lui aussi ses marques. Il lui aura fallu quelques mois, des blessures, là il a l'air en forme. Et puis on a un rookie, je vais en parler tout de suite, Ryan Dunn, qui a été vraiment un catalyseur en défense, capable aussi d'être assez efficace en attaque, mais il leur donne ce qui leur manquait, je pense, un petit peu l'an dernier, c'est cet équilibre entre une attaque qui peut être démentielle en termes de talent, de shoot, et une défense qui tienne la route, qui leur permette parfois de faire des remontadas. Ça a été le cas cette semaine. Donc c'est plutôt positif. Jusuf Nurkic continue de jouer les pivots capables de prendre des rebonds, poser des écrans et d'être tout à fait un complément intéressant. Et on a Tyus Jones aussi à la main, et ça leur fait tellement de bien d'avoir un vrai meneur. Je rêverais d'un meneur comme ça à San Antonio en fait, un meneur qui ne soit pas trop vieux, qui soit distributeur, qui soit organisateur, qui perde peu de ballons. Aussi, c'est ce que je n'ai pas dit sur San Antonio, c'est que c'était quand même une petite faiblesse de leur côté. Les Suns, eux, pour l'instant, sont plutôt rayonnants, et c'est tant mieux. On va espérer que ça continue comme ça pour les Suns, mais on peut parler aussi des Mavericks. Les Dallas Mavericks ont remporté déjà 3 matchs sur 4 rencontres, emmenés bien sûr par Luka Doncic, mais aussi par Kyrie Irving qui joue pour l'instant à un niveau très élevé, qui est même capable parfois de sauver un petit peu la mise. Et puis moi ce que j'aime beaucoup dans cette équipe, c'est que le recrutement a été intelligent, les joueurs se développent. Je pense à Derek Lively qui est capable d'apporter avec Daniel Gafford beaucoup de verticalité, de physique, de défense, de combat, de dureté. C'est vraiment dans la lignée de l'année dernière, une équipe qui peut vraiment battre beaucoup de monde. Et Lucas, il va continuer à mon avis de viser quand même le MVP. Et ça sera possible si jamais Dallas performe, même si la concurrence va être assez importante. Ça, on aura le temps d'en parler. En tout cas, voilà, les Mavs sont plutôt en forme et ça, c'est pas mal pour eux. Et alors, il y en a dont on n'a pas encore parlé, les Golden State Warriors. Eh bien, les Warriors se retrouvent en 2e position de la conférence Ouest au bout de 5 matchs, 4 victoires, 1 seule défaite. Et encore, on a un Steph Curry qui s'est blessé à la jambe récemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la recette du succès est revenue dans la baie de San Francisco? Eh bien, on a l'impression que oui, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Steph Curry a joué à un très bon niveau comme d'habitude, mais le départ de Klay Thompson, remplacé par Buddy Hield, qui peut être titulaire mais aussi sortir du banc surtout, a été une bonne opération. On a... J'en ai pas parlé en parlant de Dallas, désolé, mais Dallas avec Klay Thompson, c'est très bien, il s'en sort vraiment bien dans le système en tant que titulaire. Et Buddy Hield, il score encore plus avec 55% de réussite à l'extérieur. C'est un artilleur à 3 points qui se fait plaisir dans un système où le ballon circule, où on va chercher les shooters, on va créer du jeu. Donc il s'en sort vraiment bien. Et puis on a des joueurs comme Brandon Podziemski, Trayce Jackson-Davis en 2e saison, qui déjà ont franchi un palier, ont l'air plus expérimentés que des 2e années. Draymond Green, pour l'instant, n'a pris, je crois, qu'une faute technique. Il ne score pas beaucoup, mais il reste toujours présent dans ce rôle de facilitateur. Bref, je ne vais même pas citer Andrew Wiggins. On a
un collectif, une profondeur intéressante, et Jonathan Kuminga qui commence aussi à être bien intégré par le coach, qui sait que ce joueur-là, il est prometteur, qu'il a de la valeur aussi, peut-être qu'un jour il sera échangé. En tout cas, les Warriors se battent bien et ça fait mal pour l'instant à leurs adversaires. Mais au sommet de la conférence Ouest, eh bien, on a Oklahoma. Oklahoma, comme l'an dernier, est tout de suite très bien rentré dans la saison avec un collectif dans lequel, bien sûr, on peut citer tout de suite Shai Gilgeous-Alexander qui est dans un niveau MVP comme chaque année depuis 2-3 saisons au moins. Bref, ce joueur-là, il est parfaitement secondé par Chet Holmgren. J'ai envie de le citer avant Jalen Williams parce que le sophomore Chet Holmgren, il est en train de prendre une dimension extraordinaire. Moi, franchement, il me fait plaisir ce joueur. Franchement, j'aimais beaucoup Victor Wembanyama, mais je pense que Chet Holmgren, il est largement en avance dans ce qu'il est capable d'apporter au jeu. Wemby, il se cherche beaucoup et ça se voit. Il est dans un collectif aussi beaucoup plus pauvre en termes de talent, de technique. Le Thunder, on a l'impression qu'il y a un moule dans lequel tout le monde se fond très bien. Chacun a son rôle, chacun peut se créer aussi son espace. Lou Gensdorf reste un joueur très important en défense, mais là il a marqué au moins 6 paniers à 3 points dans une victoire face aux Spurs. Bref, on a de très très bons joueurs des deux côtés du terrain, un groupe super soudé. Il faut regarder les interviews à chaque fois. Il y a l'homme du match qui est demandé par le ou la journaliste, mais en fait ils sont 5-6 autour du micro. Ils font les fous, ils font les chiens qui aboient pour dire on est un groupe. Ils ont très bien intégré bien sûr Alex Caruso, qui certes ne score pas beaucoup, mais qui joue son rôle de défenseur et facilitateur aussi. Donc moi je suis très optimiste. Et en plus, on a des francophones, alors le belge AJ Mitchell à la main, et puis Ousmane Dieng, qui vraiment joue de façon très propre, efficace. Je pense qu'il est en train de se développer, qu'il va vraiment être intéressant, peut-être à voir en équipe de France d'ici quelques mois ou quelques années. Ce collectif-là, il va faire très mal, il va, je pense, avoir beaucoup de garanties sur la concurrence, parce que quand il y a autant de talent, de volonté de se battre, un très bon coaching aussi, on a des joueurs comme Isaiah Joe dont je n'ai pas parlé, ou Aaron Wiggins, qui sont peut-être pas les noms les plus ronflants de la ligue, mais qui jouent très bien leur rôle de shooter, de scoreur en sortie de banc. Donc voilà, bravo au Thunder qui est épatant et éblouissant. Et vous, quelle est l'équipe qui vous plaît ou surprend le plus dans cette conférence Ouest? J'étais ravi de vous faire ces deux vidéos assez longues, mais on va se concentrer après sur soit des joueurs, soit des équipes en particulier dans les prochaines. Donc abonnez-vous, pensez de liker, de partager la chaîne si elle vous plaît. C'est comme ça que l'amour du basket va se répandre. Et merci d'être déjà là. À bientôt sur le Seigneur des Arceaux.